En fait, je pense que quand on fait des choses, on y met beaucoup trop d'ego et on imagine qu'on va sortir quelque chose de soi et que les gens vont aller juger. On a une idée, on a envie de réunir des femmes autour d'une table qui puissent discuter entre elles de leadership, d'entrepreneuriat et de passage à l'action. Et c'est quoi quand tu dis en gagner beaucoup? Ça veut dire quoi pour toi? Parler des sujets tabous un peu qu'on peut adresser quand on est entre femmes. Et je trouve qu'il y en a un qui revient quand même assez souvent et moi je le ressens beaucoup, c'est le sujet de la confiance. Ok, bon bah salut les filles. Salut Sonia, salut Nina. Salut Sonia, salut Cynthia. Trop contente de vous retrouver du coup toutes les deux. L'idée c'est vraiment de parler féminisme, de parler empowerment, de parler entrepreneuriat aussi. Surtout aussi. C'est vraiment l'initiative qu'on a pris avec Cynthia, c'est de se dire on a envie d'avoir ces conversations de femmes, de se retrouver dans un salon et vraiment de se dire les choses comme on pourrait les dire à une copine finalement. Et surtout de créer un modèle qui n'existe pas aujourd'hui, qui est monopolisé par beaucoup d'hommes. On voit ce genre de format table ronde, mais plutôt avec majoritairement des hommes. Donc on a créé le format qu'on aurait aimé voir. Et il y a aussi cette idée de, ok, c'est cool de se plaindre, de se dire, ah ouais, mais en fait, les femmes ne sont pas assez représentées. Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Et grâce à vous, déjà, il y a un format qui existe. Et j'espère qu'il continuera d'exister. Donc merci à vous de le faire. Ce format, c'est vraiment trop bien. Avec plaisir. Et on est dans un espace safe, c'est aussi ça qu'on a appris avec toi, c'est qu'on peut se parler, on est de bons conseils, on est bienveillants. Et on sait qu'on est avec des gens professionnels, donc on peut se lâcher. Oui, c'est vrai qu'on se connaît, que vous n'avez pas participé au bootcamp, je pense qu'il faut le dire, que c'est pas totalement anodin que vous avez toutes les deux participé au bootcamp. Donc le bootcamp, ça crée aussi une culture commune, c'est un bootcamp qui est en non-mixité, où il n'y a que des femmes. Donc c'est vrai que moi, c'est un format sur lequel j'aime beaucoup travailler, parce que je pense qu'il se passe des conversations quand on est qu'entre femmes, qui ne se passent pas quand il y a des hommes. Donc ça permet aussi de créer un espace où les conversations, il n'y a pas de remise en question de « Ah ouais, mais t'es sûr que c'était sexiste, ce qu'on vient de te dire ?» Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement et il y a aussi évidemment des sujets tabous qu'on n'aborde pas forcément dans des espaces de mixité. Donc carrément, et très contente encore d'être là et merci pour votre reconfiance du coup. Et justement, tu parlais des sujets tabous un peu qu'on peut adresser quand on est entre femmes et je trouve qu'il y en a un qui revient quand même assez souvent et moi je le ressens beaucoup, c'est le sujet de la confiance en fait. Et moi j'entends beaucoup de nanas qui disent bah ouais, mais en vrai, moi j'ai le syndrome de l'imposteur, je me sens imposteuse, j'ai pas confiance forcément en mes capacités à faire des trucs. Comment toi tu te positionnes déjà vis-à-vis de ça? C'est quoi ton degré de confiance déjà en toi sur une échelle de 1 à 100? On a carrément été jusqu'à 100, donc lâche-toi. Et quel conseil tu pourrais donner justement à des meufs qui veulent se lancer, par exemple, en entrepreneuriat, parce qu'il faut un degré de confiance. Ouais. Déjà, t'en es où aujourd'hui au niveau confiance par rapport à avant? J'ai arrêté de me poser la question. En fait, j'ai compris que on compare notre intérieur avec l'extérieur des autres. Et donc, il y a un moment où quand tu fréquentes suffisamment d'entrepreneuses, de personnes qui réussissent, de personnes que tu aimerais, que tu admires et tout, quand tu vas dans les coulisses de ces personnes-là, tu te rends compte très vite qu'en fait, elles sont comme toi, qu'elles se posent les mêmes questions que toi. C'est pas toi qui es impostrice, c'est qu'en fait, tu regardes pas les mêmes choses chez les gens. Tout le monde est imposteur quelque part parce que ce qui se passe en cuisine, tu l'exposes pas, quoi. Oui, tu en exposes une partie, mais pas l'intégralité. Et donc finalement, ça a été plutôt de découvrir que personne ne sait ce qu'il fait, en fait, jusqu'au moment où il le fait. Et personne n'a de plan jusqu'au moment où il y va. Donc, il n'y a pas de voie toute tracée pour tout le monde, quoi. C'est ça, c'est un peu cette idée de... Il n'y a pas un moment où on t'arrive et on va t'adouber, on va te dire... Voilà, ça y est, tu es entrepreneuse, félicitations. Ou voilà, ça y est, tu as le droit de poster sur LinkedIn. Genre, personne ne va arriver et te dire ça. L'idée, c'est de se dire, ok, en fait, et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Donc, au niveau de syndrome de l'impostrice, je pense que c'est pas qu'il a diminué, c'est juste que j'ai arrêté de me poser cette question. Donc, ça, c'est la première chose. Oui, j'ai le syndrome de l'impostrice. Potentiellement, je le suis. Mais tout le monde l'est. Donc à un moment, il faut arrêter de penser qu'on est tellement unique qu'il n'y a que nous qui sommes impostrices. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est sur comment est-ce qu'on peut combattre ça. Déjà, en allant fréquenter des personnes, comme on fait là, qui te montrent leur intérieur. Alors ça suppose d'être avec aussi des gens qui
n'ont pas peur ou sont OK de partager beaucoup de valeurs. Donc, de créer un espace safe, c'est ce qu'on fait dans Ramène ta fraise. Tu vois, c'est un espace où tu sais que tu peux partager ton chiffre d'affaires, ton nombre de clients, tes galères. Il n'y a personne qui va venir ni le répéter, ni venir te contredire, ni venir t'emmerder avec ça. Donc ça, c'est important. Et donc, de fréquenter des personnes qui te ressemblent et qui ont les mêmes problèmes que toi. Et la dernière chose, je pense que c'est le passage à l'action. Je crois que... Le fameux passage à l'action qu'on a beaucoup évoqué grâce à toi aussi, qui nous a aidé à arrêter de faire qu'on se pose tous des questions, qu'on se dise est-ce que j'ai la légitimité pour faire ça ? Non, en fait, j'ai une idée, je la pitch un peu à mes amis qui sont mes pairs et je passe à l'action, go. Oui, puis de toute façon, ce sera nul ce que tu feras. De toute façon, c'est sûr, tu vois, et c'est OK de faire un truc nul. Mais après, la deuxième fois, ce sera beaucoup mieux et du coup, on apprendra. Mais le but, c'est pas de se cramer non plus, à dépenser beaucoup d'énergie pendant 1 an à préparer une V0 et que la V0, elle t'ait coûté de l'argent, du temps et que ça soit nul. Vaut mieux faire une V0 test en disant je fais avec mes petits moyens, j'y vais, je teste mon marché. Et derrière... Mais c'est ça, et moi il y a des produits que je sors, mais j'en ai honte. En fait, si t'as pas honte de ton produit, tu l'as sorti trop tard. Là, je suis en train de... Vous savez, vous êtes tous les deux dans le produit. Enfin, un produit qui s'appelle Le Club, qui est destiné aux femmes. C'est un espèce d'espace où, en fait, elles vont échanger entre elles sur leurs problématiques et s'apporter et se faire grandir, etc. Parce qu'on vit tous les mêmes problèmes, mais c'est juste, voilà. Et dans Le Club, la première version que j'ai sortie, mais j'ai honte, je suis là, OK, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Enfin, je me pose des questions tout le temps, mais... Par contre, j'ai sorti une première version, j'ai mis un prix pas cher, en me disant, OK, en fait, j'arnaque pas les gens non plus, mais je lance une première version qui est très loin de ce que j'aimerais, parce que j'aimerais rajouter plein de choses, du coaching, des vidéos et tout. Et tu vas itérer. Et je vais itérer, mais par contre, ce produit, au moins, il existe, et au moins, je prends des retours du marché, comme vous m'avez fait. Bon, bah, nous, on aimerait ça, nous, on aimerait ça, nous, on aimerait ça, et tu prends, et voilà, et il faut lutter contre le fait que... Ça ne sera pas parfait du premier coup. Et tu vas recevoir de la critique. Ouais. Et les gens vont te dire, bah, ça peut être amélioré, mais... Il faut être OK avec ça, en fait. Ouais. Tu vois. Et souvent aussi, je trouve qu'en fait, on est beaucoup plus critique avec nous-mêmes que finalement les gens qui vont expérimenter ce qu'on propose. Et c'est exactement ce que tu dis là. C'est-à-dire là, tu dis, ouais, le club, c'est moyen. Nous, on est dedans, c'est pas moyen, c'est top, tu vois. Mais toi, bah, forcément, voilà, et surtout nous, à forcerie en tant que femmes, on se remet beaucoup en question. Il y a des exigences qui sont parfaitement. Voilà. On est très exigeants vis-à-vis de nous-mêmes. On cherche la perfection. En vrai, c'est pas, je pense, en tant qu'entrepreneuse, il faut prendre le contre-pied de ça, en fait. C'est-à-dire, je teste, mais c'est un peu ce qu'on fait là aujourd'hui, tu vois. On fait du test and learn. Aujourd'hui, on a un podcast vidéo, c'est la première édition. On s'est dit, on a une idée, on a envie de réunir des femmes autour d'une table qui puissent discuter entre elles de leadership, d'entrepreneuriat et de passage à l'action. De se donner des tips comme ça et de se dire, OK, il y a une caméra, on peut diffuser ça auprès d'autres personnes qui pourraient être intéressées, inspirées et qui pourraient même venir s'inscrire dans cette réunion entre nanas. Et on n'a pas forcément fait 10 mois de recherche, on n'a pas fait trouver un business model, mais on s'est dit, on a une invitée, elle est dans notre réseau, on va tester. T'as dit ouais, donc ça c'est génial, merci beaucoup. Et on s'est dit, on y va, on fonce quoi. En fait, je pense que quand on fait des choses, on y met beaucoup trop d'ego et on imagine qu'on va sortir quelque chose de soi et que les gens vont aller juger ce truc de soi, genre un peu comme si on prenait ton bébé, tu vois, justement, et t'allais exposer ton bébé au monde entier et tu prenais le risque qu'on te dise, bah en fait, il est pas super beau, il est pas super machin et tout. Et donc, il y a cette espèce d'identification que tu vas faire et donc tout ce qu'on va pouvoir te dire tu vas le prendre pour toi et ça va blesser ton ego. Il y a cette idée de se dire ok, en fait comment est-ce que je détache ce que je fais et qui je suis, donc c'est ça qui aide aussi, je pense, à sortir des choses qui sont pas parfaites. C'est de se dire c'est pas parce que ce que je fais, ce produit là il peut être amélioré, il est pas parfait, que moi en fait c'est un jugement sur moi. Non, c'est un produit, c'est pas une partie de moi. Et donc ça je pense que c'est important. Et deuxièmement être OK en fait avec le fait d'être, ne pas y mettre trop d'ego. Ouais, mais ça revient à la peur du jugement et tu m'as appris un truc, mais là cette phrase elle restera toujours là. C'est il y a des gens qui font et il y en a qui regardent, qui sont sur le banc de touche assis. Ouais. Et eux ils ont la facilité de critiquer, mais ils sont assis. C'est plus simple. Ils sont sur le banc de touche, donc c'est beaucoup plus simple. Et aujourd'hui je me dis vas-y, j'agis en conscience parce que je sais que je fais quelque chose qui a quand même du sens, mais c'est pas grave si c'est pas parfait. Ouais, c'est clair. C'est toujours plus facile de critiquer quand on est sur le banc de touche. Voilà, et puis j'ai pas payé $1 million pour être en billboard sur Times Square. Je m'en fous en fait. Ça me coûte pas beaucoup d'énergie, mais je le teste et c'est pas grave si c'est pas parfait. Et il y aura forcément des gens qui vont dire ah c'est nul, il y a des gens qui vont dire c'est bien, mais j'avance. Ouais, c'est ça.
jusqu'au jour où tu fais quelque chose de parfait. Ouais. Moi, j'ai souvent, Michel-Ange, il a jamais peint Michel-Ange, il a pas peint la chapelle Sixtine du premier coup. Il a commencé par faire des bonhommes en bâton, comme on fait tous. Il a fait des bonhommes en bâton, et puis au bout d'un moment, c'est devenu mieux. Mais si tu n'acceptes pas l'étape bonhomme en bâton, tu feras jamais l'étape chapelle Sixtine, tu vois. C'est ça. Et donc, Il n'y a pas de modèle parfait. Et donc, l'étape faire un truc nul, et après, oui, il y a des gens qui vont te dire c'est pas bien, machin. Et tu vas dire, et ouais, et toi, tu fais quoi en fait? Ouais. Et surtout ne pas écouter l'entourage qui dit « Ah, mais ça va te coûter du temps, ça va te coûter de l'argent, ça va te coûter... c'est quoi ton ROI ?» Non, mais à partir du moment où tu te ruines pas, essaye, teste. En plus, on est dans un échange, on apprend des autres. Donc forcément, on va en sortir gagnant. Moi, j'avais vraiment évolué par rapport au regard des autres. C'était quelque chose qui me terrorisait avant parce que j'étais dans un grand groupe où j'avais l'impression que tout le monde avait vraiment ce côté statutaire, à regarder, observer tout ce que tu faisais et à analyser et derrière te mettre dans une case, etc. Et je suis sortie de là, dans ce modèle entrepreneurial où aujourd'hui, j'agis, je crée pour moi. Je rencontre mes pairs avec des gens vraiment qui sont solides et qui donnent des vrais conseils bienveillants. Et je me dis, mais en fait, la vie des autres, quand c'est pas des gens de mon milieu, on va dire de ma zone safe, je m'en fiche en fait. Elle n'a pas de valeur en fait. Cet avis ne me touche plus du tout. N'écoute pas la vie de gens dont tu ne veux pas la vie. Ouais, c'est ça. Si tu veux pas la vie de gens qui sont en grand groupe, n'écoute pas leur avis. Ouais. Et du coup, à l'inverse, j'écoute vachement vos avis. Quand on est dans nos échanges quotidiens, parce que ça fait 1 an qu'on a rejoint ton bootcamp et ça fait 1 an qu'on est toujours en contact. Quand je dis en contact, c'est tous les jours. On est d'accord? Eh bien, moi, un avis, quelqu'un qui pose une question, on a une réponse, etc., ça a de la valeur parce que c'est des gens que je connais, des gens qui vivent les mêmes problématiques quotidiennes dans leur business. Et du coup, nickel. Prendre la voie de l'entrepreneuriat, c'est de dire, désolée, mais de dire fuck, quoi. De dire, en fait, je suis qui je suis, je l'assume, je le montre au monde. Et ça plaît, c'est good. Ça plaît pas, ciao. Et en fait, je pense qu'une fois que tu as compris ça, déjà, tu te libères. Ouais, tu te libères d'un poids. Et après, tu peux aller, t'avances et tu peux aller vers qui tu es vraiment. J'écoute l'avis de 2 types de personnes. La première, c'est mes clientes. Là, je les écoute énormément et t'essayes justement de rester la plus silencieuse possible parce que c'est pas toujours facile d'écouter les gens, surtout quand tu dois t'améliorer. Tu vois, t'as toujours envie de dire oui mais regarde. En fait non, juste tais-toi et écoute ce que tes clients ont à dire et genre essaye pas de te justifier, essaye pas de dire oui mais regarde il y a ça. Non, tu te tais, t'écoutes et vraiment tu prends en compte leur feedback parce que c'est eux qui payent en fait au final. Donc c'est hyper appréciable de ta part d'ailleurs, cette humilité de se dire ok ça j'ai merdé, ça j'ai envie de mieux et t'as toujours envie de faire mieux. Mais donc cette volonté, nous on dit on a confiance dans cette personne en fait. T'as personne de mieux à écouter que tes clients en fait. Et si t'écoutes tes clients, au bout d'un moment, tu finiras par faire un produit bien. C'est-à-dire que si t'écoutes tes clients, par contre si t'écoutes toi et ton ego et ce que t'as envie de faire et machin et nanana, ouais c'est sûr que là, mais si t'écoutes tes clients, tu peux difficilement prendre une mauvaise voie. Donc ça, c'est le premier type de personne. Et deuxième type de personne, comme tu disais, c'est les pairs, les personnes qui rencontrent les mêmes problèmes que toi, etc. Les personnes qui ont résolu des problèmes avant toi. Et ça, c'est trop cool parce que c'est des personnes qui vont donner des trucs activables, quoi. Mais ouais, moi, j'écoute que mes clients. Et puis, alors, ta famille, là, c'est mort, faut pas les écouter, jamais. Moi, je fais genre, ah ouais, t'en penses quoi de ça et tout. Non, mais il faut les prendre pour des trucs sympas, mignons, tu vois, cocooning, quoi. Mais faut pas leur écouter pour le business, quoi. Mais ça, tu vois, c'est pas toujours facile parce que tu le sais. En soi, tu te dis, ouais, je sais qu'en vrai, leur avis, il est biaisé, il y a de l'affect, etc. Ils veulent le meilleur pour toi et voilà, bon. Mais dans les faits, c'est pas toujours facile à gérer, tu vois. Et émotionnellement, je trouve que ça demande quand même d'être capable de gérer ça. Est-ce que justement, vous avez un peu des petits tips pour gérer, quand il y a un débordement émotionnel, comment vous faites, vous ? Qu'est-ce qui vous aide ? Qui est lié au perso ou qui est lié au pro ? Les deux, tu vois. Ouais, tu veux dire tonton Jean-Mi qui va te donner un avis sur ton business model alors qu'il est salarié depuis 20 ans, quoi. Ouais, voilà, tu vois. Il est tranquille. Là, tu vas avoir clairement, ça va te mettre dans un état peut-être de colère où tu vas être frustration. Et de manière générale, je pense que tu vois, apprendre à gérer ses émotions quand tu entreprends, c'est hyper important, tu vois. Et je me demandais comment vous faites. Moi, je sais que par exemple, le sport, ça m'aide énormément. Le fait de me retrouver seule, j'ai vraiment besoin d'avoir mes moments seuls. Le fait de pratiquer de la marche. J'essaye de méditer, même si je ne suis pas hyper régulière, mais voilà, de temps en temps, je le fais.
C'est mes petits trucs comme ça. Est-ce que vous avez des petits rituels justement qui vous aident à... Ouais, moi franchement c'est un des trucs les plus durs que je dois faire en fait en ce moment. J'arrive très peu à prendre du temps pour moi parce que j'ai un bébé il y a presque un an, ouais. Et en réalité, monter une boîte de zéro, cette année je pense qu'on va faire 400K, tu vois, ouais. 400 j'espère, ouais, entre 400 et 500, tu vois, avec un bébé en même temps, en fait je pense que la personne qui passait le plus après tout ça, c'est moi-même. Et si j'avais un truc à refaire, je le referais totalement différemment. Et c'est très dur de redresser la barre, vraiment. À plein d'égards, tu vois, je pense que je prends pas soin de moi assez, même dans mon corps. Okay. Je devrais mettre le plus le sport au centre de ma vie. À un moment, c'était le cas, mais quand j'ai eu Léon, après, c'est devenu plus compliqué. Pareil, le fait de couper, d'avoir des moments seuls, en réalité, c'est compliqué parce que je bosse et puis quand je rentre à la maison, il y a Léon, il y a Thibaut qui est mon mec, qui lui aussi a envie de passer des moments en famille. Enfin, voilà. Et donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Ceci étant, ce qui m'aide, il y a plusieurs choses qui m'aident. La première, c'est d'être entourée des bonnes personnes. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis plus seule. Je dis souvent, là, j'ai fait from solo to CEO. C'est-à-dire que là, je suis en train de... j'ai une équipe de personnes, dont Sonia, on bosse ensemble. Et merci pour ton travail, c'est incroyable. De personnes avec qui je peux bosser en confiance, des yeux fermés, qui font même leur job mieux que moi. C'est-à-dire qu'il y a ça aussi quand il faut accepter que moi, je suis multitâche au début et ton but, c'est de recruter des personnes meilleures que toi. Compétentes sur les sujets. On va parler d'un exemple très pratico-pratique. Sonia, elle m'a aidé à faire des déroulés de sessions. En vrai, Sonia, c'est son job à plein temps, tu vois. Et donc moi, oui, je sais le faire. Oui, j'y arrive. Oui, je suis compétente là-dessus. Mais je ne suis pas excellente, quoi. Et donc ton but, c'est d'arriver à recruter des gens qui sont meilleurs que toi pour à la fois améliorer la qualité pour tes clientes, mais aussi, toi, te libérer mentalement et avoir quelqu'un qui récupère la charge mentale et toi tu fais autre chose et tu te soulages, ça c'est trop bien. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose aussi, avoir un support de coaching mental, en fait, vraiment avoir des gens, moi je me fais coacher et je pense que c'est un des trucs les plus importants et un des meilleurs investissements que je peux faire. Donc, tout le monde devrait le faire. Mais oui. Ça devrait être remboursé par la Sécu. Ouais, je progresse. Et maintenant, je vais voir une psy aussi. Donc, tu vois, il y a le coaching plus la psy, parce que c'est pas exactement pareil. La psy, c'est quand même beaucoup sur toi, perso, le pourquoi. Le coaching, c'est plus le comment. Donc voilà, c'est les grands éléments. Et essayer de... Ça, je suis encore en progrès là-dessus. Mais essayer d'avoir des espaces à soi, quoi, tu vois. Je veux dire... Mais ça, c'est quelque chose pour moi qui sont pas c'est pas là où je suis très bonne, hein, vraiment. Peut-être que Cynthia, tu as des meilleurs. Moi, j'ai testé une méthode que tu m'as... C'est toujours l'idée du réseau. Hein. Ouais. Tu m'as donné le nom de Floriane Bobby. Oui. Et Floriane Bobby, coach, elle t'aide à structurer ton activité, à vraiment t'organiser. Je suis passée de quelqu'un qui était organisé un peu à l'intuition et puis au moment, à quelqu'un qui prévoit, qui met tout dans son agenda, qui programme, qui anticipe, et ça change la vie. Et du coup, j'ai une vision sur ma semaine, j'ai une vision sur mon mois, j'ai une vision sur mes projets. Et oui, on accepte aussi que il y a aussi de la spontanéité dans le business, hein, il y a des opportunités. Ouais, mais déjà, le fait, ça m'enlève cette charge mentale énorme. Et après, j'ai un fiancé qui est ultra exigeant sur les horaires, quoi. Lui, c'est genre... tu ne travailles pas le week-end et le soir, il me donne des horaires en me disant attention, voilà, là j'aimerais bien qu'on passe du temps ensemble. Donc j'ai cette pression-là. Ah, moi ça me foutrait une pression de ouf. Oui, mais en fait, moi, ça me fait du bien parce que sinon, je m'arrêterai jamais. Ouais, c'est ça. Mon problème, c'est que quand il n'est pas là, par exemple, à minuit, j'y suis encore. Ouais, et ça me fait tellement plaisir. Je me dis, mais tu te rends pas compte, c'est comme mater une série sur Netflix. T'es bien, t'es sur un projet hyper intéressant. Et je m'arrête pas. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un qui contrebalance et qui se dise, la vie, c'est aussi pour profiter. Et je profite le week-end tout le temps. Mais c'est vrai que la semaine, je suis à fond. Ouais, mais j'ai des limites. Et ça, je trouve que ce que tu dis, c'est hyper vrai aussi quand tu deviens maman et que tu as un enfant. Typiquement, moi, à 17h, je suis obligée de couper, je vais chercher ma fille et je m'efforce au maximum, quand je suis au parc, de ne pas regarder mes mails, de ne pas faire mes trucs et d'être pleinement là, tu vois. Et ça, je trouve que souvent, on se dit, oui, les enfants... c'est un boulet, etc. Non, en fait, ça t'oblige à faire ce que tu as à faire dans le temps imparti, à couper. Et en fait, le fait de couper aussi, tu reviens, tu es plus productif. Ça, je sais pas si c'est un truc que tu as ressenti aussi avec
Avec l'arrivée de Léon, ouais. Ouais. Oui, c'est sûr. Après, Thibaut fait beaucoup. C'est-à-dire que pendant très longtemps, c'est lui qui allait récupérer Léon. Maintenant, je le fais. Mais c'est vrai que mon mec, il gère quand même une grosse partie. Ouais, j'ai de la chance de l'avoir pour ça. Donc ça, c'est vrai que ça aide beaucoup. Et d'avoir quelqu'un avec qui, ça, c'est un peu OK. Et donc ça, je pense que c'est pas toujours facile quand tu es une femme, en fait, d'avoir une répartition des tâches qui est pas traditionnelle, on va dire. Bah ouais, qui s'inscrit pas dans le monde sexiste dans lequel on vit. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, majoritairement, c'est toujours les femmes qui coupent leur journée plus tôt, qui vont chercher, qu'on appelle pour le pédiatre et tout. Et c'est vrai qu'avec Thibaut, nous, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt Thibaut qui fait ça pour plein de raisons, notamment le fait qu'il en a plus envie que moi. Déjà, c'est déjà une très bonne raison. Ensuite, le fait que moi, c'est un moment charnière de ma carrière. Lui, un peu moins, mais peut-être que ça va s'inverser. Mais en tout cas, la conjoncture actuelle fait que. Et qu'il est OK avec ça. Et ce que je veux dire, c'est que c'est lui qui prend plus de la charge parentale. La contrepartie de ça, il y a plusieurs contreparties. C'est-à-dire que tu ne corresponds pas au modèle que la société te renvoie. Et ça, c'est pas facile parce que moi, j'ai toujours le sentiment d'être une mauvaise mère. Alors que des pères tu vois, qui font le travail parental à 30%, on se dit, ils font déjà 30%. C'est déjà bien. Et on se dit, c'est déjà bien, tu vois. Et, bravo. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, tu vois, il y a ce truc-là comme Thibaut fait plus, en fait, moi, je me dis, ah ouais, en fait, je me sens une mauvaise mère, et puis en fait, je me sens mauvaise CEO parce que, en fait, je fais pas les trucs, donc je suis bien nulle part, finalement. Et c'est vrai que cette charge parentale, nous, on l'a pas équilibrée comme ça, et ça a plein d'implications derrière. Et c'est pas, je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie des trucs que j'essaie de surfer vraiment, parce que, il y a aussi ta propre image et ta propre conception. Donc il y a l'image que la société va te renvoyer, c'est-à-dire des gens qui vont te dire, la dernière fois je suis quand même allée voir une professionnelle de la santé qui m'a dit, non mais de toute façon il n'y a rien de plus important pour un enfant que le lien avec sa mère. Rien. Il n'y a que ça. Non mais la culpabilité, ça te renvoie en fait. Si toi t'es pas au taquet tout le temps, tu te dis mais en fait si tu gères pas ton enfant H24, qu'il n'est pas avec toi, que tu l'as pas machin, en fait tu peux pas faire bien, tu vois. Et donc tu vois, je suis sortie de là en me disant mais wow, ok en fait. Et donc donc déjà il y a ce que les gens vont te renvoyer, mais il y a ce que toi tu vas te renvoyer à toi-même parce que toi-même tu as été conditionné dans un monde où la parentalité elle est majoritairement portée par les femmes, et donc l'image que ça va te renvoyer à toi-même d'être entrepreneuse, de partager ton temps de manière majoritairement aussi parfois pour ton travail, tu vas toi-même te dire je suis pas suffisamment bonne en fait. Et donc il y a vraiment ce truc-là, j'ai pas de réponse là-dessus encore aujourd'hui, mais en tout cas ça implique des difficultés qui sont, je pense, hyper compliquées et hyper culpabilisantes. Après, moi, je suis hyper en demande forcément de modèles. Et donc, je pense que vous avez un modèle différent que les filles. Mais du coup, moi, je vais arriver en congé mat, ça y est. Et je suis en train de me dire comment va être ma vie d'entrepreneur. À partir du moment où tu as un bébé dans les bras, ta priorité, forcément, ça devient ton bébé, et tant mieux. Mais comment faire vivre ton business? Parce que ma tête, aujourd'hui, elle fonctionne à 200% sur mon business. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me motive le matin, et voilà. Après, quand je suis le week-end, je suis 100% avec mon réseau d'amis, famille, etc. Mais je me dis, comment tu gères? Il y a un truc là-dessus qui est... souvent, on voit... c'est très mal vu de dire que tu n'aimes pas être une mère, tu vois. Et je me souviens que tu as fait un post là-dessus sur le fait que, en fait, c'est tabou de dire j'aime plus mon travail que mon enfant. Enfin, en soi, c'est pas mon enfant, mais le fait d'être mère. Voilà, c'est pas la même chose. Parce que notre enfant, on l'aime, je pense, toutes inconditionnellement, c'est pas le sujet. Mais ça reste un job, voilà, d'être mère. Et moi, je trouve que, et j'entends de plus en plus de nanas qui disent, moi, je préfère bosser que m'occuper d'un ménage. Et en fait, tant mieux que ça se dise, tu vois. Tant mieux. Parce qu'on a le droit d'avoir envie de bosser, quoi, tu vois. Ouais. Et sur ça, encore. Ouais. Et sur ça, peut-être un conseil, ce serait de te dire, là-dessus, si t'aimes bosser, si t'as envie, ne culpabilise pas de le faire, tu vois.
Ouais, bah moi, je suis complètement dans cette situation en fait. Moi, j'aime mon enfant. Après, il y a des femmes qui n'aiment pas leur enfant, mais moi, j'ai pas ce problème. Mais j'aime pas le travail d'être mère. C'est-à-dire que le travail d'être mère, c'est-à-dire devoir jouer, genre jouer, ça m'emmerde en fait. Je suis désolée, mais intellectuellement, j'ai quelqu'un qui aime les échanges, les débats avec un enfant de 1 an, c'est pas trop possible. Il y a me lever, tu vois, le sommeil, c'est compliqué. Voilà, donc déjà, accepter que l'image qu'on te renvoie, c'est pas toujours l'image que toi tu vas vivre et t'entourer de personnes qui te disent la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, en fait, n'ont pas la capacité à l'exprimer parce que ça représente trop de culpabilité. Mais déjà, être OK avec des discours, être entouré de discours qui ne sont pas forcément... Et merci d'être toi-même parce que c'est quand même hyper tabou de parler de ce que tu dis. Moi, j'ai reçu j'ai reçu des trucs hyper négatifs parce qu'en fait, l'image de la mère, elle est tellement idéalisée de en fait, t'es là et ton enfant, ça doit être ta priorité. C'est mais en fait, inné, pas forcément, tu vois. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est être avec quelqu'un qui est OK avec ça, tu vois, et avoir discuté de ces trucs-là. Et avoir un mec pas trop sexiste, quoi. Enfin, on a tous du sexisme en nous, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, il y a des niveaux de déconstruction et ça, c'est... Voilà. Et la troisième chose, pour moi, c'est aussi... je pense se préparer, enfin tu vois, tu l'as déjà fait en t'organisant, etc. Mais s'organiser, je pense que c'est un énorme avantage. Après, ce qui est cool, c'est que moi, tu vois, le fait d'avoir les bons, ça m'a obligée, comme tu disais, à m'organiser. C'est-à-dire que mes horaires, elles étaient définies. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à recruter, à avoir du monde, à processiser, parce que j'avais plus un temps infini, en fait, j'avais un temps imparti. Et donc, il fallait que je recrute. Et donc, quelque part, ça m'a mené aussi à faire des choses que j'aurais peut-être pas faites. Moi, ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais créé une offre en ligne. Ramène ton bébé. Mais grave. Mais tu sais que moi, mon rêve, ce serait de créer un endroit. Non, mais moi, mon rêve, ce serait avoir un truc, c'est pas genre l'école des femmes, tu vois, empouvoirment de femmes, on parlerait business, on parlerait de compétences. Mais aujourd'hui, le plus gros frein des femmes à l'entrepreneuriat, c'est la maternité. Et en réalité, il faudrait un espace où tu puisses entreprendre, apprendre, t'aider, échanger, etc. et où tu puisses laisser ton bébé. Et donc, moi, je pense que la seule manière d'aider les femmes, c'est de leur permettre d'avoir un endroit où elles peuvent laisser leur bébé. Et elles peuvent... Non, mais c'est vrai. Et elles peuvent bosser à côté. Ouais, et elles peuvent venir. Non, mais elles peuvent venir. On crée déjà le réseau du bébé, parce qu'ils sont que entre enfants d'entrepreneurs quand même. Non, mais tu vois, avoir un espace où en fait tu puisses laisser ton enfant et tu saches qu'il va bien. Oui. Toi, tu es à côté, donc tu peux faire des allers-retours. Tu n'es pas là en train de te dire je dois l'abandonner et machin. Et toi, en attendant, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin pour développer ta boîte. Parce qu'on dit souvent, ouais, les femmes, il faut qu'elles osent plus, etc. Machin. Oui, il y a ça, mais après, il y a une réalité qui est que ta charge mentale, ta charge physique, elle est quand même occupée par le fait que tu es ton enfant à gérer, quoi. Alors moi, j'ai trouvé la solution. J'ai la belle-mère qui vient du Brésil à la maison à partir du mois d'août. Pendant 3 mois. Moi, j'avais une question parce que tu parlais de l'argent. En fait, tu disais que c'est aussi un facteur de libération, quoi. C'est quoi votre rapport toutes les deux à l'argent? Parce que souvent, c'est un sujet qui peut être tabou, surtout quand on est une femme de sexe. C'est quoi l'argent d'ailleurs? Comment ça, on ne fait pas les choses juste par amour et don de soi? Non, mais en fait, il y a ce truc-là qui se pose quand tu es une femme, c'est qu'on est éduqué dans le fait de devoir donner inconditionnellement. On doit donner de l'amour inconditionnellement, on doit donner de soi, on doit être dans ce qu'on appelle le care, en fait, absolu. Et donc, ce qui a fait que, on ne sait pas, on parlait des sujets d'argent, mais d'ailleurs, les femmes ont le droit d'avoir un compte en banque et un chéquier depuis pas si longtemps que ça. Donc, ça montre bien à quel point on gère les sujets d'argent depuis beaucoup moins longtemps que les hommes. Donc, déjà, en termes de compétences, alors que d'un côté, tu as des milliers d'années pour apprendre à gérer l'argent, comprendre les enjeux d'argent, en termes de recul, nous, on en a beaucoup moins dans l'appropriation de l'argent. Donc déjà, ça fait qu'on part déjà avec un peu de retard. En plus de ça, moi, je me suis beaucoup confrontée au fait que, alors je parle à l'époque où j'étais célibataire, dès que je parlais de mon ambition, de mon envie, en fait, c'est quelque chose qui éloignait beaucoup de mecs parce qu'il y a, en fait, quelle place j'ai à côté de Nina. Et c'est marrant parce que là, j'ai fait la soirée du lancement de mon livre, c'était avant-hier. Et dans cette soirée, Thibaut, qui est mon mec, m'a fait le débrief, il m'a dit, mais tu sais, Nina, il y a quand même 3 ou 4 personnes qui sont venues me voir
en me disant comment tu vis le fait que Nina ait autant de succès. Et Ah, c'est intéressant. Marrant, il y a beaucoup de C'est un mecs. thème intéressant pour C'est une des question. mecs et des nanas qui m'ont demandé. C'est majoritairement des. Alors, les deux. Ok. Mais les mecs, c'était plutôt en mode c'est bizarre. Genre, Ok. Ouais. tu Comment vis t'acceptes? Ouais, comment t'acceptes. Et les nanas, c'était plutôt en mode qui es-tu et, T'es un ovni. voilà. Et tu vois, donc déjà, il y a cet enjeu de quand tu es une femme, que tu veux du pouvoir, que tu veux de l'argent, bah, déjà mécaniquement, en fait, ça va être plus compliqué pour toi parce que en fait, aujourd'hui, la définition l'a été faite pendant très longtemps que l'argent, en fait, vient principalement des hommes et que du coup, voilà. C'est histoire de pouvoir et de rapport de force. Donc ça, c'est le premier truc. Et moi, je sais qu'il y a plein de trucs. C'était genre, je fais peur, machin. Enfin, tu vois, quelle est la place et tout. Et probablement que moi-même, je n'avais pas résolu ce truc-là, tu vois. Donc ça, c'était un premier truc. Ensuite, mon rapport avec l'argent, j'aime beaucoup l'argent. J'adore l'argent, c'est très bien. Je kiffe l'argent, voilà, c'est tout. Je trouve que t'es hyper décomplexée par rapport à ton rapport à l'argent. Elle en parle d'une manière tellement libérée, mais c'est inscrit dans ton discours et du coup, ça passe nickel. Mais en fait, je te posais la question parce que je connaissais plus ou moins la réponse. Et parce que je trouve que c'est important, en fait, aujourd'hui, de le dire et d'assumer, en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse, de dire, je veux gagner beaucoup d'argent. Et tu vois, on parle beaucoup de la rivalité entre les femmes. On dit toujours, ouais, les femmes entre elles sont horribles et tout. Mais en fait, d'où ça vient? Alors, on va parler de Kéra, là. Voilà, c'est ça. D'où ça vient? Ça vient aussi du fait qu'avant, c'était les hommes qui monopolisaient l'argent et les ressources. Et donc, toi, en tant que femme, en fait, tu devais te battre pour avoir une ressource qui est l'argent du mec, tu vois. Aujourd'hui, si on part du principe que on a toutes suffisamment des ressources pour kiffer et être bien dans notre vie, en fait, il n'y aura plus aussi ce rapport de rivalité, ce truc de les femmes entre elles sont horribles. Et c'était tellement ancré en nous qu'aujourd'hui, on a reproduit ça, mais on est en train de s'en sortir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on essaye, en tout cas, mais ce que je veux dire, c'est que les espaces de femmes, de non-mixité dans lesquels moi je travaille, en fait, comme il n'y a pas de mecs, en fait, la ressource, il n'y a pas de ressources à répartir. En fait, ça crée un espace, c'est ça aussi. Équilibre, ouais. C'est quoi ton rapport à l'argent? Mon rapport à l'argent, alors pendant très longtemps, c'était un rapport d'insécurité. J'avais besoin de sentir que j'en ai... Enfin voilà. Et puis je pense aussi... Moi je me suis fait coacher sur le sujet de l'argent, mais pour moi pendant très longtemps c'était... l'argent c'est sale, si je le gagne c'est que je le prends à quelqu'un. Après j'ai pas eu de culture financière non plus. On parlait pas d'argent à table, enfin voilà, c'est pas quelque chose que j'ai... tabou un peu? Ouais, plutôt tabou, je pense, ouais. Après, je me suis fait ma propre culture financière, j'ai lu beaucoup là-dessus, j'écoute des podcasts. Moi, j'adore le podcast Richissime de Delphine Pinon, je vous connaissez. Et aujourd'hui, j'assume beaucoup plus tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le fait qu'en gagner, c'est pas sale, c'est pas le prendre à quelqu'un, mais c'est aussi prendre le pouvoir sur toi, sur ta vie, sur tes responsabilités, sur ta liberté. Et j'assume beaucoup plus aujourd'hui de vouloir en gagner beaucoup. Et du coup, je trouve aussi que ça m'aide dans ma posture d'entrepreneuse aujourd'hui à négocier, à assumer aussi ma valeur, tu vois, quand je me vends. Intéressant ça. Donc ça, c'est aussi, c'est ça. Et c'est quoi quand tu dis en gagner beaucoup? Ça veut dire quoi pour toi? En gagner beaucoup, pour moi, c'est en gagner suffisamment pour faire ce que je veux, ce que je veux professionnellement, mais aussi, tu vois, pouvoir me déplacer, voyager, m'ouvrir au monde, apprendre, élever mon enfant. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est répondre à mes besoins, on va dire, et mes envies. Tu as mis un chiffre? J'ai mis un chiffre? C'est ça? Pas forcément de chiffre. Après, j'ai des objectifs, on va dire, en tant qu'entrepreneuse sur chaque année, mais j'ai pas bonheur égale tant d'argent, tu vois. J'ai un premier step, c'est le 100 000. Okay. Pour moi, c'est, vu qu'on libéralise un peu les chiffres... Ouais, le chiffre d'affaires. Ouais, en fait, je trouve que ça m'a inspiré un peu ton modèle où tu es arrivé, tu as dit, j'ai fait plus de 100... Et je me suis dit, vas-y, moi là, je suis sur le 100 et derrière, on verra. Mais déjà, je suis sur cette... et je sais que c'est accessible, donc j'ai aucun souci avec ça.
Grave, je te posais la question parce que en fait tu disais j'ai ce rapport d'insécurité avec l'argent. J'avais en tout cas. Ouais, j'avais cette peur de pas toujours avoir de assez, manquer, de manquer. Mais du coup, je te posais la question est-ce que tu t'es fixé à partir de combien c'est suffisant? Ah oui, c'est ça la question. Parce okay. qu'en fait, si tu te fixes pas, enfin moi, ce que j'ai compris comme truc, c'est que si tu te fixes pas un palier, bah tu seras jamais suffisamment. Tu vas toujours te dire ok, bah c'est pas suffisant. C'est un trigger. Mais en tout cas, ce que j'ai compris du truc, c'est que moi, ce sera jamais assez. Quand je me suis lancée, je me suis dit ok, je veux faire 10K par mois. J'ai fait 10K par mois le premier mois. Ok, alors maintenant c'est quoi après? Ok, après c'est ça. Maintenant 500 000. Ok, 500 000 pour cette année, potentiellement l'année prochaine, ça sera fait. Ce sera quoi après? Il y a toujours l'étape d'après. Et est-ce que, donc après l'idée c'est est-ce que c'est cet argent pour faire quoi en fait au final? Et moi ce qui m'a aidé c'était aussi de construire ma vision en fait, de me dire ok, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux pour ma boîte? La Nina dans 10 ans c'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi son quotidien? Et donc ça m'a aidé en plus, enfin tu vois, il y a l'argent, mais ça m'a un peu aidé à me dire, ok, qu'est-ce qu'on fait de cet argent et combien il faut d'argent pour réaliser cette vision. Exemple, je veux un appartement à Paris, 1 million d'euros, 1 million d'euros, comment est-ce qu'on arrive à 1 million d'euros? Combien il faut que la boîte fasse pour que Nina Ramène, la personne, puisse avoir ou emprunter un appartement à 1 million d'euros. Ok, bah voilà ce que ça représente pour la boîte. Ok, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Ouais, mais t'as pas peur aussi du côté ça s'arrête jamais, tu vois? Mais ça a l'air d'être ça. Parce que c'est une vraie question, c'est que plus t'en as, plus t'en veux quelque part. C'est pas toujours évident à... Bah, en fait, pour moi, il y a trois indicateurs. Il y a l'argent, clairement. Enfin, il y a l'argent, le temps et le kiff. Donc, tu vois, avant, je voulais plus d'argent. En année 1, enfin plus, c'était mon indicateur principal, c'est mon chiffre d'affaires. Et en année 2, là, mon indicateur principal, c'est le temps. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que si je déployais plus de temps de Nina, je pouvais avoir une croissance, enfin, je pouvais largement augmenter. Mais par contre, mon temps, il n'est pas infini. Et deuxièmement, il ne faut pas que je me crame. Et donc, le temps, cette année, aujourd'hui, c'est plus tant un objectif de chiffre d'affaires, même si je sais que je vais faire de la croissance. Mais l'objectif, c'est plus, ok, comment est-ce que je fais pour récupérer du temps? Pour ce qu'on disait tout à l'heure, prendre soin de soi, aller au sport, partir en week-end. Profiter de ta famille. Voilà, profiter de sa famille. Enfin, surtout prendre soin de moi, de mon corps, parce que ton corps, c'est avec ça que tu vas devoir gérer toute ta vie, tu vois. Donc, s'il n'y a plus de corps, il n'y a plus de Nina. Il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de boîte. C'est ça. Et donc, ça, c'est le deuxième indicateur. Le troisième indicateur, c'est le kiff. Qu'est-ce qui te fait kiffer? Et j'essaie de gérer sur ça. Mais moi, en fait, j'ai tellement aussi évolué dans un milieu qui n'était pas du tout d'entrepreneuriat. J'ai l'impression que, voilà, j'étais plutôt avec des marketeurs qui gagnent entre 80 100 000 euros par an. Et je me suis jamais dit, est-ce que moi, je suis capable de créer cette valeur-là toute seule? Et aujourd'hui, j'ai aucun souci avec ça. Je sais que je peux y arriver. Je sais que je fais du chiffre et que j'approche vraiment ce chiffre et que je suis hyper contente de le faire en moins de 2 ans. Et je me dis à chaque fois, il faut se mettre des targets en se disant quel chiffre d'affaires je vais faire l'année prochaine, comment je vais augmenter mes prix, comment je vais créer de la valeur. Et c'est OK en fait. Alors qu'avant, j'étais incapable de parler, de me vendre. Avant, je travaillais. 1 an après, j'avais toujours pas envoyé ma facture. Et je me rends compte aujourd'hui que j'étais totalement éloignée de mon argent. Qu'est-ce qui a été... Je me souviens que tu avais toujours des impayés, des retards et que tu n'arrivais pas à les chercher. Qu'est-ce qui a changé C'était pas mon driver. Qu'est-ce qui a changé pour que tu passes de l'un à l'autre? Alors, je suis dans un réseau qui s'appelle La Collab, qui est un réseau de freelance qui est hyper cool. Et je me suis fait former, donc en formation janvier, Sales Booster. Donc, c'est avoir une visibilité sur tes KPI, tes indicateurs de performance. C'est quoi? C'est ton chiffre d'affaires, c'est combien tu as d'offres, etc. Et surtout, entretien de découverte. Quand tu as un client qui a l'air motivé, un prospect qui a l'air motivé, des fois, ça mettait 6 mois à signer. Vous imaginez le temps perdu? Ces 6 mois, je ne facture pas. Mon offre, quand elle arrive à échéance, la personne va la signer. J'ai déjà perdu combien? 10 heures, 20 heures de négociations, de calls, Non, mais j'en ai eu tellement marre d'être toujours à essayer de convaincre que je me suis dit, OK, je vais faire des offres où je diminue ce temps de réflexion, où la personne ne va pas me faire perdre mon temps, je vais plutôt gagner du temps. Et du coup, j'ai créé une offre où, du coup, je livre ce que je suis capable de livrer en 6 mois ou en 1 an de travail. Maintenant, je le livre en 3 semaines. Donc, je donne moins, mais je fais petit. Et du coup, c'est vraiment une technique du start small où tu fais tester un peu ton produit.
mais de manière à ce que la personne, elle paye, mais elle sorte son argent, ça y est. Après, tu la fidélises et tu augmentes son panier moyen. Tu fais de l'upsell. Ouais. Mais du coup, ça te permet de pouvoir éviter de perdre ton temps à avoir 15 prospects qui sont là, je sais pas, non. T'as 10 minutes De découper en fait. Tu as découpé finalement ton offre de façon à ce qu'elle soit plus accessible dans un premier temps. Et à diminuer le cycle de vente en fait. Je diminue le cycle de vente, je gagne du temps pour moi et je me débarrasse de toutes ces personnes qui sont vraiment nocives parce qu'elles ne prennent pas de décision et elles me font travailler sur une version 2 du devis, une version 3, etc. Et j'ai trop souffert de ça où j'étais vraiment à disposition, hyper motivée à faire des calls. Des fois, je faisais des calls, j'étais au Brésil, je me levais à 6h du matin pour faire des calls avec le décalage horaire, etc. Et finalement, oui, on a réfléchi finalement, nanana. Et t'es là, ok, j'ai perdu du temps. Comment on fait pour diminuer tout ça ? Déjà, goûte déjà à mon produit, à mon service, à une valeur forcément modérée. Et derrière, si t'aimes bien, tu vas me recommander ou tu vas me prendre un produit plus cher. Voilà, c'est ma solution. Moi, l'écueil le plus important que j'ai vu, c'est de confondre sa valeur avec son prix. Sa valeur personnelle. Ouais. Non, mais sa valeur personnelle, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas dire, et ça, mais ça crée des triggers, les gens, ils pètent des câbles, en fait. Exemple, je vais proposer un prix à un client, le client va refuser ce prix, je vais dire, mais en fait, tu ne te rends pas compte de ma valeur, tu me dévalorises, alors que, en fait, un prix, c'est combien tu proposes, combien la personne est prête à payer, et est-ce qu'il y a une zone d'accord possible ? Ce qu'on appelle tu vois, toi tu es là, est-ce qu'il y a une zone d'accord possible ou pas ? Et la zone d'accord possible, elle n'existe peut-être pas. Peut-être que toi, ton prix, c'est 10 000 et que la personne, elle est prête à payer au maximum 8 000. Et donc, il n'y a pas de zone d'accord possible de toute façon. Donc, l'enjeu d'une négociation, c'est de découvrir cette zone d'accord possible et on espère qu'elle existe, tu vois. Mais ça n'est que la rencontre entre deux offres, en fait, deux paliers. Et il faut être OK avec le fait que peut-être que c'est pas possible de travailler ensemble. Et sur plein d'égards. Ça, c'est trop bien. Et en fait, ça veut pas dire que tu es nul, ça veut pas dire que machin, mais en fait, il y a une boîte, il y a des enjeux derrière, il y a des budgets, il y a des attentes, il y a des XY. Et en fait, peut-être que c'est pas possible et c'est fini, tu vois. Et savoir renoncer à quelqu'un sans le prendre personnellement. Savoir dire, écoute, moi, je suis pas OK. Ouais, et puis après, tu es vraiment dans la comparaison. Moi, j'ai des clients qui m'ont dit mais non, mais pour ce genre de prestations, on prend des prestataires qui sont au TJM de 500 € par jour. Bon, très bien, c'est pas ma valeur. Je fais de la stratégie marketing, j'ai 17 ans d'expérience, j'ai travaillé pour des grands groupes. Si tu as envie de travailler avec des gens qui prennent 500 € par jour, c'est OK pour moi. Mais du coup, ciao. On se reverra peut-être à un autre moment. Mais avant, j'étais pas capable de dire non. Aujourd'hui, je dis non. Mais moi, ça, vraiment, je rebondis là-dessus parce que c'est un truc qui m'a débugué à un moment donné dans mon business. C'est le fait de dire non, en fait, la capacité à dire non et à prendre conscience du principe de l'abondance. C'est-à-dire qu'en fait, des clients, il y en a plein, il y en a partout. C'est juste que tu les as pas forcément là sous le nez, mais ils existent. Et je trouve que le fait de dire non à des choses qui te correspondent pas, c'est là où ça va t'ouvrir les portes de tes bons clients. De tes bons clients, tu vois. Et plus tu dis non, plus tu dis non à des choses que tu veux pas, plus tu vas dire oui finalement à des choses que tu veux vraiment. Quand tu factures, quel est ton... Tu vois, il faut que tu arrives à te projeter sur, à la fin du mois, je veux 10 000 nets. Si c'est 10 000 nets, ça correspond combien en brut ? Combien en brut ? Tu peux diviser ça par ton nombre de jours et déjà, ça te fait te rendre compte d'une limite à partir de quand tu n'es pas rentable. Exemple, 250 €, si je te dis 500 € justement la journée, ok, tu factures 3 jours, ça te fait 1 500 € la semaine, 1 500 x 4, ça fait 6 000 €, tu vois. Et donc là, tu as ton truc de, est-ce que je suis OK, 6 000 bruts, ça fait avec 22%, je sais pas, on va dire 4 500, imaginons, est-ce que tu es OK avec ça ou pas, en enlevant tes charges. Bon. Donc ça, je pense que c'est une bonne manière déjà de savoir en dessous de quoi tu ne dois pas aller, sinon tu ne gagneras pas ce que tu veux à la fin. Oui, il faut connaître. Mais tu as raison, tout à l'heure, on parlait du max. Qu'est-ce que tu as envie de gagner ? C'est quoi ton KPI ? On parlait de 100, 200, 500. Et ça, c'est génial d'être OK là-dessus. Mais c'est quoi ton minimum aussi ? Et c'est quoi ton... Moi, ce que je regarde aussi, c'est quand même la qualité. Pourquoi je me suis lancée en indépendante ? C'est de se dire, je vais avoir du temps pour moi. Il y a des fois, vendredi dernier, j'ai reçu une énorme bonne nouvelle pour, du coup, mon fiancé. On s'est dit quoi ? On se prend la journée off. Et du coup, on a passé une journée, mais genre extraordinaire, et c'était pour nous. Et j'aurais jamais pu le faire comme ça, à last minute, prendre à 10h30, te dire « Ah finalement, je vais pas bosser aujourd'hui. » Et j'ai envie quand même de me dire, il y a un nombre de jours de travail, et il y a où là, je vais y aller à fond.
parce que je suis passionnée. Et il y a un jour où vraiment je peux m'octroyer ma journée. Je vois beaucoup de femmes dans notre réseau qui disent « je travaille que 4 jours par semaine ». Elles se prennent automatiquement le vendredi ou le mercredi off. Et ça, je me dis, ça c'est cool, tu vois, pour avoir avec mon enfant plus de temps et tout. J'aspire à ça. Tu cherches pas plus de clients, tu cherches moins de clients. Ouais. C'est ça qui est... Oui, c'est et vrai. tu vois, il y a cette idée, et moi, tu vois, j'en parle à chaque fois que j'en parle, parce que souvent, en fait, après, une fois que tu sais faire du lead, tu sais écrire, faut gérer ton business. Donc, j'ai souvent ce genre de conversation. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, elle me dit, ouais, mais je dis, mais facture plus cher. Si tu factures plus cher, qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a des clients qui vont partir. Ok, mais c'est une bonne nouvelle. Ils vont partir, mais du coup, tu vas avoir plus de temps et pour autant d'argent. Et c'est ça, en fait, le but, c'est de perdre des clients pour que tu aies 30% de tes clients, merci, ciao, mais par contre, en contrepartie, tu as suffisamment augmenté tes prix pour que tu puisses garder le même chiffre d'affaires tout en t'ayant libéré une journée par semaine. Et tu disais un truc aussi pendant le club, quand on s'est retrouvés là entre nous pour s'entraider sur nos business, tu disais, en fait, moi, je n'ai jamais autant... En gros, les décisions importantes de ma boîte, je les prends pas quand je suis dans l'opérationnel, en train de bosser, en train d'écrire un post LinkedIn ou je ne sais quoi. Je les prends quand j'arrive à avoir de la hauteur sur mon business et quand je suis finalement un peu off aussi, tu vois, de l'opérationnel. Ouais. C'est là où tu prends tes décisions, c'est là où tu penses en fait. Et on se laisse pas assez le temps de penser et c'est là où tu vas plus loin dans ton business et que tu te dis ok, stratégiquement, qu'est-ce que je fais? Alors que, comme tu dis, on se comporte par défaut, on se comporte comme des salariés de notre boîte. J'ai une question, les filles, qui me taraudent. C'est quoi vos challenges, vos milestones cette année? Si on dit... Ah, tu les as écrits, c'est bien. Il y en a déjà un qui a abouti. Oui, tu vois, non, mais moi, tu sais, j'ai tout écrit, hein, tu sais, à un endroit où c'est hyper... première milestone de l'année, l'écriture du livre et la sortie du livre qui s'appelle Copywriting pour entrepreneurs et indépendants, transformer son audience en chiffre d'affaires. Ce livre, en fait, l'idée, c'est de pouvoir rendre aussi accessible ce que je propose au plus grand nombre. Donc, c'est pas le produit le plus rentable du monde, les filles. C'est 2 € par livre, hein, vraiment. Je touche 2 € par livre, donc vraiment. Mais par contre, je me suis rendu compte que moi, je propose des produits qui sont chers, entre 650 et 3000 €. C'est pas accessible à tout le monde. Donc, ça me tenait à cœur de faire un produit qui soit grand public. Donc, ça, c'était important. Et dedans, tu as vraiment comment est-ce que tu vas maîtriser LinkedIn, maîtriser newsletter, avoir des leads sur ta newsletter et derrière faire des pages de vente qui convertissent, quoi. Donc ça a été un gros projet qui est désormais abouti puisque disponible dans toutes les bonnes librairies sur Amazon. Bravo. Ça fait quoi de voir son livre à la Fnac? T'as pas encore été, c'est trop récent. Je suis pas allée, mais apparemment, il est genre grave mis en avant et comme ça. Et il a un branding de fou. Ouais, c'est ça. Et puis, tu as vraiment ce truc-là En fait, il y a la Nina du passé, je pense, Moi, j'étais hyper dyslexique. J'avais moins 20 en dictée et tout. Et tu vois, il y a toujours une partie de moi qui est... En fait, il y a 2 Nina. Il y a la Nina du présent qui se dit... Qui est une machine. C'est quoi l'étape d'après? Il dit comment on va faire le film sur Netflix? J'exagère, mais c'est un peu ça. Et il y a la Nina du passé qui dit mais meuf, jamais de la vie t'aurais pensé en être là, quoi. Ouais. Donc c'est un peu bizarre. Et tu lui dirais quoi à la Nina d'il y a 10 ans? Ah ouais, trop bonne question. Je dirais arrête d'attendre l'approbation de quelqu'un pour faire des choses. Personne va arriver et te dire ça y est, tu peux faire ça. Tu as le sentiment qu'il faut que tu aies une autorisation, qu'il faut que tu sois expert, qu'il faut que tu aies tel diplôme, qu'il faut que tu aies fait ça. Et alors qu'en réalité, la seule chose dont tu as besoin pour être conférencière, c'est de faire des conférences, par exemple. Donc ça, c'est vraiment, j'avais le sentiment qu'il y avait des choses qui étaient accessibles à certaines personnes parce qu'elles avaient fait un certain parcours, alors qu'en réalité, tout est beaucoup plus démocratique, surtout aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tu peux prendre la parole très, très facilement à condition d'avoir les connaissances pour le faire, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais tu peux prendre la parole facilement, la parole elle est accessible, tu peux en fait le faire. Donc ça vraiment il y a 10 ans, j'aurais dit on s'en fout des fautes d'orthographe, laisse tomber, ça sert à rien, vraiment, te prends pas la tête avec ça, c'est pas ça qui va faire vendre ou pas, tu vois. Et la troisième chose que je dirais, prends soin de ta santé. Vraiment. Plus, ça, c'est un milestone. Ouais, c'est un conseil. Et donc, dans mes milestones de l'année, parce que je sais noter, en fait, je fais des objectifs par trimestre. Bien. Donc, chaque trimestre, j'ai mes objectifs. Et mes objectifs, c'est sur ma page. Donc, quand j'arrive, j'ai ma page de bienvenue
sur mon Notion, donc qui est mon espace de travail. Et donc, j'ai noté tous mes objectifs de l'année. Comme ça, le matin, quand je me réveille, quand j'ouvre mon... Est-ce que c'est la méthode des OKR, les Objective and Key Results, un petit peu? Ouais, là, on appelle ça des rocks. C'est en gros, quels sont tes gros objectifs absolument à réaliser pour ce trimestre. Et là, j'ai mis, donc, onboarder, embaucher et former ma team contenu. Aujourd'hui, ma production de contenu, elle est uniquement dépendante de moi. Et donc, comment est-ce que je peux faire pour onboarder des gens et déléguer une partie de ça? Qu'est-ce que je peux déléguer? Est-ce que je délègue l'écriture? Est-ce que je délègue l'idéation? Qu'est-ce que je délègue? Est-ce que c'est la newsletter? Est-ce que c'est les posts LinkedIn? Enfin, voilà. Tu le sais, ça, déjà, ce que tu... Ouais, en fait, là, aujourd'hui, je vais commencer à bosser avec quelqu'un sur la newsletter. Okay. Je vais voir comment ça donne. Les posts LinkedIn, j'ai déjà commencé, notamment avec Julia, et souvent à la fin je mets PS, ce post a été écrit à 4 mains avec Julia, etc. Génial. Donc je me demande un peu comment créditer les gens, parce que le problème c'est que... Faut que ça reste quand même toi. Quand c'est une marque personnelle, en fait, c'est l'enjeu de comment tu délègues une marque personnelle. En fait, voilà. Donc je ne sais pas si je vais créer une marque qui s'appelait Ramène ta fraise, ou est-ce que ça va rester la marque Nina Ramène. Aujourd'hui, je suis plutôt dans l'idée de me dire... Pour le moment, c'est Nina Ramène. Ça a été l'année 1, ça a été la marque personnelle. Maintenant, là, je suis en année 2 et je suis en train de me dire comment je crée quelque chose qui me dépasse aussi. Bien sûr. Donc, tu as 2 choses. Si tu veux quelque chose de grand, il faut que tu fasses quelque chose qui se détache de toi. Ouais. Et la deuxième chose, c'est de toute façon, ta vie, elle n'est pas extensible. Donc, il faut que tu arrives à trouver un moyen de faire ça. Tu peux nous parler juste de Ramène ton... Attends, c'est Ramène quoi tes baskets. Ramène tes baskets, ouais. Ça, c'est génial. Ramène tes baskets géants. Alors, déjà, le concept de Ramène tes baskets. Ouais, moi, j'ai fait. T'as bien aimé? Ah oui, génial. Ouais. En fait, tu arrives... tu as un autre ou une autre entrepreneuse, toi et Nina. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va marcher pendant 1 heure autour du canal Saint-Martin et chaque personne pose sa problématique. Donc, 30 minutes par problématique, chacune arrive et les 2 autres doivent les aider. Donc là, aujourd'hui, c'est Nina, mais l'objectif, c'est que tu puisses le faire avec d'autres entrepreneurs et d'autres entrepreneuses. Et donc là, pour le lancement du livre, je vais faire ça à l'échelle géante et donc il va y avoir 100 personnes qui vont en fait se retrouver, se faire des petits groupes et aller marcher et se partager les bonnes idées. Et pourquoi c'est cool? Parce que tu as quelqu'un qui prend du recul sur ton business, même si elle n'est pas sur ton domaine. Ouais. Peut-être que tu as une personne qui fait du yoga, une personne qui fait des sites internet. En fait, je pense que les deux ont clairement des choses à s'apporter. Et les deux, de toute façon, ont des business et ont des objectifs business. Deuxièmement, tu repars avec du réseau. Et troisièmement, tu as fait 10 000 pas. Et ça, c'est indépendant. Moi, perso, mes milestones, c'est me remettre au sport. Ouais. Et gérer mon bébé à l'arrivée d'une famille, tout en ayant le business qui continue à être stable et qui me fasse vraiment ce côté plaisir que j'adore en ce moment, quoi. Ouais, tu me fais penser à moi. Ouais, c'est ça. Il y a 1 an, tu étais dans la même situation. Et moi, je te parlais, mais tu crois que c'est possible et tout? Je sais pas, je suis en train d'essayer, je te dirai plus tard. Mais ça m'a tellement inspirée. J'ai dit, elle a réussi, c'est bon. Ouais, mais encore une fois, c'est l'intérieur et l'extérieur des autres. Onboarder Élise en tant qu'associée. Une associée. Élise, on t'aime. Ouais, on aime. Onboarder Élise en tant qu'associée, j'ai décidé, tu vois, justement... d'accepter. Moi, je suis en train de quitter le solopreneuriat. En fait, je suis solo, c'est clair. En fait, puisque tu décides d'avoir quelque chose de plus grand, d'avoir quelque chose... En fait, j'ai décidé que... En fait, j'ai compris que moi, j'étais une meuf de l'équipe. Je suis pas... Tous les produits que je crée, c'est des produits d'une communauté. C'est toujours des gens, il y a toujours des liens forts, etc. Tu as le lien humain. J'ai le lien humain. C'est mon truc. Je pensais que j'étais un loup solitaire. En fait... c'est marrant, hein. T'as switché comme ça. Je suis une putain de meuf qui kiffe vivre dans des... Tu vois, rencontrer du monde. Dans une tribu, en fait. Et ça, c'est ouf parce que ça montre ta capacité aussi à évoluer assez rapidement. Parce que je me rappelle du talk à la Cigale l'année dernière où tu parlais justement de le soloprenariat, c'est le modèle de la liberté, incroyable et tout. Mais t'as et en quelques mois, tu as fait évoluer aussi cette réflexion. Mais ça montre à quel point tu rebondis, tu es capable de te remettre en question. En fait, je me suis posée, fin de l'année, je dis ok Nina, tu as fait 1 an d'entrepreneuriat, tu as fait ton chiffre d'affaires, tu as fait 200K. Qu'est-ce qui s'est passé cette année qui t'a apporté le plus de plaisir? Résultat, le bootcamp, donc des produits en groupe, en équipe, en communauté. Ok, en fait, cette année, le bootcamp l'année dernière, c'était pas du tout la majorité de mon chiffre d'affaires. Cette année, ça va être 70% de mon chiffre d'affaires si tout se passe bien. Voilà. Donc ça a été un truc. En fait, c'est aussi une découverte de toi, l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que toi, tu te penses seule et tout, machin. En fait, pas du tout. Je suis une meuf du groupe, de l'équipe. Et donc, c'est ce que j'appelle from solo to CEO. Deuxième livre, il s'appellera comme ça. De toute façon, c'est le prochain produit. Ce sera c'est le prochain. Là, ça y est, c'est dit. Et tes milestones, du coup? Moi, c'est recruter, justement. C'est quoi? Quel poste tu recrutes? Pour m'aider sur la partie marketing et sur le fait aussi de délivrer les formations.
Tu vas lui faire quoi aux personnes en marketing? M'aider sur la... Alors, pas vraiment la création de contenu, mais plus le recyclage de contenu. Moi, je suis plutôt présente aujourd'hui sur LinkedIn, mais l'idée, c'est de développer encore l'Instagram et qu'elle m'aide en fait en community management sur cette partie-là. Et comment tu imagines qu'elle peut t'aider, par exemple, concrètement? En fait, moi, actuellement, j'ai déjà une CM, enfin une community manager. Donc, l'idée, c'est qu'elle prenne le relais là-dessus. Mais c'est vraiment, en fait, elle va reprendre. Moi, j'ai beaucoup de contenu existant, que ce soit sur la newsletter, que ce soit les posts LinkedIn, etc. Donc, elle reprend ces éléments-là et elle va les retravailler pour que ce soit plus adapté à Instagram. Et voilà. Comment tu as fait pour recruter, Nico? Ma community manager, par exemple? Non, pour les... l'alternante, comment tu penses prendre pour recruter? Et en fait, c'est pas facile. La community manager. Écoute, c'est pas franchement facile. Je dois dire que là, et on en parlait un peu avant, je l'ai beaucoup fait à l'intuition, donc voilà. Je pense qu'il faut rationaliser le processus de recrutement. Je pense que je n'ai pas encore tout à fait les compétences pour le faire, mais tu en parlais tout à l'heure et c'était hyper intéressant justement sur les différents critères d'évaluation quand tu recrutes. J'avoue que je ne l'ai pas vraiment fait comme ça, mais je trouve que c'est un bon conseil de se dire qu'est-ce que je veux vraiment et qu'est-ce que je ne veux pas, en se basant, comme tu disais tout à l'heure, sur les expériences passées. Qu'est-ce qui dans des précédentes collaborations a bien marché, je veux réitérer, qu'est-ce qui n'a pas marché que je veux plus, et je trouve que c'était hyper malin, tu nous l'expliquais tout à l'heure avant de... En off. Le processus d'entretien structuré, en fait, c'est vraiment ça. C'est en gros, en fait, pour bien recruter, il faut avoir des critères. Et donc, tes critères, c'est ce qu'on appelle des critères de recrutement. Comment on trouve tes critères? En faisant ce qu'on appelle la méthode des incidents critiques. Donc, tu as des incidents critiques positifs et des incidents critiques négatifs. Un incident critique, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui s'est passé et qui s'est bien passé, qui a été, pour toi, un comportement et quelque chose qui est valorisé. Et à l'inverse, c'est quelque chose qui n'est pas valorisé. Exemple, comportement valorisé. Ma designeuse, je lui avais donné une roadmap à faire, donc plusieurs choses à faire. Et elle m'a dit, écoute, est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait faire ça en plus? Donc elle a été hyper proactive et je me suis rendu compte que toutes les personnes avec qui je travaillais, avec qui ça fonctionnait, en fait, c'était la capacité à la personne de proposer de nouvelles choses, de prendre des initiatives, de prendre des risques. C'est-à-dire que moi, je m'en fiche que, entre guillemets, les personnes échouent. Je pense que ça fait partie du rôle de manager et donc tu acceptes que les personnes ne fassent pas bien. Mais mon critère, c'est la prise d'initiative, la prise de risque. Mais ça ne peut pas être la prudence. Ça ne peut pas être le perfectionnisme. Tu vois, il y a des critères qui s'opposent. Par exemple, si tu acceptes que la personne, elle prenne des initiatives, elle fasse par elle-même, ça veut dire que tu acceptes aussi qu'il y ait des risques. Qu'il y ait des risques et qu'elle n'est pas prudente, peut-être. Tu vois, c'est la contrepartie. Après, à l'inverse, si ton job, c'est de travailler dans une usine de production atomique, t'as peut-être, ou dans une banque, tu n'as peut-être pas envie que la personne prenne des risques. Mais dans ton métier, c'est voilà. OK. Dans mon métier, c'est OK. La prise de risque, c'est quelque chose que je valorise. À l'inverse, qu'est-ce que je ne valorise pas? Un comportement qui s'est passé ou des choses qui s'est passé, qui s'est très mal passé, c'est quelqu'un qui n'a pas su me dire les choses. Par exemple, ça se passe pas bien, il y a un truc qui t'a contrarié, tu n'es pas capable de venir voir Nina et de dire ça m'a contrarié. Résultat des courses, ressentiment accumulé sur 3 mois, résultat des courses après 3 mois, explosion dans tous les sens, et aucune possibilité de rectifier le tir. Et donc, ça se passe mal des deux côtés. La méthode, donc c'est vraiment la méthode qui vient d'un livre qui s'appelle L'entrevue structurée. Il y a deux types de questions. Il y a les situations situationnelles présentes et passées. Exemple, ça commence toujours par « raconte-moi une fois où tu as ressenti quelque chose de négatif de la part de ton manager ou de la part de ton collègue. C'est du vécu. Comment ça s'est passé? Ouais. Et là, tu as deux choix. Soit la personne, elle va dire « Ah ben, j'ai juste attendu la fin de mon stage parce que j'étais tellement saoulée que moi, je ne voulais pas que la personne, en fait, elle le sache. Donc, j'ai attendu la fin de mon stage et après, je ne vais plus jamais reparler. » Ou sinon, elle va te dire, je suis allée en parler, on s'est pris la tête, on s'est embrouillé, ça a été horrible. Et donc là, à toi de savoir le comportement que tu veux. Et la deuxième deuxième exemple, ça va être une question situationnelle hypothétique. D'accord. Exemple, imagine que tu es toute seule, que tu n'as pas accès à Nina, qu'il y a un client qui t'appelle, que la personne te demande une réduction de 50% et que tu dois décider là maintenant tout de suite, sinon tu perds le client. Est-ce que tu dis oui ou tu dis non? Là, tu vois, tu as la personne qui va dire « Ah ben non, mais moi, là, je peux pas, je panique, c'est horrible, j'envoie un Slack en même temps, voilà, qui panique. » Ou il y a la personne qui va dire
écoute, oui, moi je vais lui dire oui ou non, mais en tout cas qui a la capacité de prendre la décision. Et donc là, tu vois, en fonction de la personne, vraiment, si elle rentre dans ce que tu veux ou ce que tu veux pas. Il n'y a pas de bonne manière, il n'y a pas de savoir-être. On parle beaucoup de savoir-être en recrutement, il n'y a pas de savoir-être, il y a juste le savoir, l'attitude que toi tu valorises dans ta boîte. Donc, une fois que tu as ça, tu as ton set de questions. Normalement, tu peux faire 2 questions par critère. Si tu as 4 critères, ça te fait 8 questions à poser, 8 questions en entretien. Tu as un entretien de 60 minutes. Au moins, tu peux descendre et tu notes. Et à la fin, tu as une évaluation, tu as 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, et tu fais une moyenne et tu as une note là-dessus. Donc ça, déjà, ça te permet d'avoir un comparatif entre les personnes. Et surtout, quand tu fais du feedback et que tu vas dire « Allô, Janine, désolée, je ne t'ai pas prise », tu vois, et tu peux lui expliquer sur quels critères tu ne l'as pas prise et pourquoi. Et tu as quelque chose qui est objectif et qui n'est pas genre juste le feeling de ton nez. Et du coup, ton alternante, toi, tu l'as trouvée c'était dans une boîte, dans une école. Pour le coup, on en revient à ça, mais Entraide, c'est une personne qui me l'a recommandée parce qu'elle était déjà en apprentissage avec elle. Et du coup, en gros, elle est aussi entrepreneur. Et on a le même type d'activité et elle me l'a recommandé. Donc encore une fois, moi je confirme quoi. C'est clair que la force du réseau, de l'entraide, du partage, ça n'a pas de prix quoi. Moi, mon réseau, je ne le travaillais pas du tout avant parce que j'étais dans des grands groupes. Le réseau, il était en interne, je ne voyais même pas à l'extérieur. Aujourd'hui, en 1 an, avec Ramène ta fraise, avec ce groupe qui est hyper puissant, on fait des contacts tous les jours. C'est clair. Sur LinkedIn, j'ai des gens qui viennent me voir en disant « Ah, tu as une fraise derrière ton Cynthia Decamp ». On fait partie du même clan, quoi. La tribu. Et ça d'ailleurs, c'est comment créer sa tribu. En fait, tu sais que quand tu as une nana qui a une fraise, ou tu vois, comme c'est un groupe privé, tu vois quand les personnes elles sont dedans, quand tu vas sur leur profil, tu vois, elle adhère à Ramène ta fraise. Et en fait, tu as ce truc-là de. En fait, tu es dans Ramène ta fraise, il y a une culture commune, voilà quelles sont nos valeurs. Même si elles ne sont pas affichées, d'ailleurs, on va les afficher bientôt. Tu sais où tu arrives et donc tu sais que les personnes à qui tu parles, quelque part elles adhèrent et donc quelque part il y a une confiance tout de suite, immédiate. Est-ce que tu as d'autres ressources à nous partager pour des personnes soit qui se lanceraient en entrepreneuriat, soit des entrepreneuses qui sont déjà en activité? Est-ce que tu recommandes, je sais pas, des podcasts, des livres, des choses à lire? Ouais, si vous n'êtes pas prête à dépenser 22 € dans mon livre, déjà, ninaramène.com, t'arrives, tu as plein de ressources, tu as plein de choses qui sont top. Sinon, qu'est-ce qui, moi, a changé ma vie? Je vais donner un conseil assez général, mais c'est consacre au moins 2 heures de ta journée à apprendre. Moi, c'est comme ça que je suis allée aussi vite. C'est qu'en fait, j'apprends tous les jours et j'apprends de n'importe qui, de tout le monde. Je veux dire, c'est pas parce que la personne, elle fait moins de chiffre d'affaires, que tu estimes qu'elle est moins avancée en business, qu'en fait, elle va pas t'apporter quelque chose sur autre chose et sur son expertise. Exemple, Sonia, sur la facilitation, en fait, elle m'a appris des trucs encore aujourd'hui dont je me sers. Vraiment, comment tu animes un groupe, etc. Tu m'as apporté beaucoup là-dessus. Donc, en fait, vraiment, cette idée d'être obsédé par l'apprentissage. Vraiment, tu mets quelqu'un devant toi, c'est OK, qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne? Ça, il y a ça. Les livres. Moi, il y a des livres, notamment un livre qui s'appelle « Montrez votre travail » que j'adore, de Stine Cléon, qui est vraiment cette idée de comment tu montres une œuvre même si elle n'est pas aboutie. Donc comment tu montres ton travail, tu montres le processus. C'est un livre jaune? Ouais. Je l'offre, Caroline aussi. Je l'offre pratiquement à toutes mes clientes. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est vraiment sur la création de contenu. Et sinon, sur l'entrepreneuriat de manière générale, qu'est-ce que j'écoute? Franchement, j'écoute trop de choses différentes. J'écoute vraiment tout ce qui... Moi, je regarde beaucoup ce que font les gens dans d'autres domaines, notamment les situations. En fait, je me dis, OK, quelle leçon business je peux tirer de cette nana? Voilà. Regarde ce que les gens font et demande-toi comment toi, tu peux le réutiliser. Tu vois. Et toi, ton bouquin du moment? On parlait d'argent tout à l'heure. Moi, vraiment, le bouquin qui a changé, mais comme beaucoup de gens, c'est Père riche, Père pauvre, évidemment. Ouais, tu nous en avais parlé. Qui m'a beaucoup bousculée sur ma vision de l'argent, sur... la vision de l'investissement. Ouais, en fait, Père riche, Père pauvre, c'est un livre où tu comprends que... En fait, il raconte que lui, il a eu 2 pères, un père riche et un père pauvre. Le père pauvre lui a dit travaille dur, gagne de l'argent et un bon salaire. Et c'est comme ça que tu auras de la richesse financière. Et il a eu un autre père qui lui a dit non, en fait,
prends de l'argent, capitalise, investis, fais fructifier ton argent et qui lui a appris comment, qu'en fait, la meilleure manière de devenir riche, c'est de justement investir, enfin de dépenser. C'est-à-dire d'investir ton argent, de le faire grandir, que ce soit en investissement en bourse et que tous les jours, même si tu investis 5 euros, en fait, à la fin, ça te fait des milliers d'euros. Et c'est vraiment cette idée de l'effet composé. Et il dit, mais en fait, on est soit dans une famille de pères riches, et dans ces cas-là, c'est trop bien parce que tu as les armes pour arriver à comprendre que si tu investis 100 balles maintenant, tu en auras peut-être 100 000 plus tard, tu vois. Ou soit tu as une mentalité de père pauvre et te dire, ok, il faut que je sécurise, il faut que j'achète mon appart, il faut que j'achète ma résidence principale. Plus passif, quoi. Voilà, exactement. Et en fait, dans laquelle la majorité des gens sont, parce qu'on est aussi poussé à être là-dedans pour être salarié, pour machin. Et donc, il t'explique qu'il y a 2 manières de faire et ça ouvre vraiment les chakras sur... moi, j'ai pas grandi avec cette culture, vraiment de l'investissement, et ça m'a retourné le cerveau aussi. Ouais. Moi, j'ai un bouquin que Manon m'a conseillé, et je me suis moquée d'elle quand elle en a parlé, ça s'appelle Profit First. Et du coup, c'est faire des bénéfices en premier. En fait, c'est le mindset de l'entrepreneur qui dit j'ai mon chiffre d'affaires, j'ai mes dépenses et donc j'ai mon revenu brut. Et en fait, c'est l'inverse. Tu te dis, j'ai mon chiffre d'affaires, c'est-à-dire j'ai facturé tant, moins combien j'ai envie de garder, et du coup, il reste les dépenses. Tu vois, donc tu fonctionnes à l'envers. Tu vas plutôt te focaliser sur combien j'ai envie d'avoir et plutôt que combien j'ai envie de dépenser. Et parce que du coup, c'est ce qui te reste, c'est ton reste à vivre qui est le plus important. C'est pas tes dépenses. Du coup, tu calibres tes dépenses par rapport à ton objectif de reste à vivre. Et donc, c'est un vrai mindset qui n'a rien à voir avec ce que nous, on apprend. On dit juste ton chiffre d'affaires moins tes dépenses égale ton revenu. Mais non. Et après, ce qui est intéressant dans ce bouquin aussi, c'est qu'il te donne vraiment un pas à pas sur comment tu organises ça justement, avec le fait, par exemple, d'avoir différents comptes en banque. Lorsque tu perçois un salaire ou un revenu, en fait, tu vas d'emblée mettre tout ce qui va être taxe, etc. Tu vas le mettre dans une enveloppe précise. Ce que tu veux garder pour toi, tu le mets dans une autre enveloppe. En fait, tu vas découper ton revenu dès qu'il arrive en fait, sur ton compte en banque en plusieurs petites parties. Et ça te permet d'y voir plus clair aussi en fait, dans ce que tu as réellement à investir. En tout cas, merci beaucoup Nina d'avoir été présente ce matin et d'avoir pu répondre à cette idée qui nous est passée par la tête et qu'on rend vraiment active. Merci. On peut dire aux personnes qui nous écoutent, si elles ont aimé cet épisode, de nous encourager à en faire un autre, parce qu'on a besoin de savoir si ça vaut le coup ou si ça vaut pas le coup. On a besoin de savoir surtout si elles sont allées au bout de la vidéo. Exactement. Et si vous avez appris des choses et si ça vous a permis de passer à l'action, ça c'est important. Super. Bien, merci beaucoup Nina. Merci Sonia. Merci.